Rebia Kader est l'ennemi public numéro 1 en Chine. Elle se bat pour le droit à l'autodétermination du peuple ouïghour. Mère de 11 enfants, dont 2 sont dans les geôles chinoises, elle a elle-même passé 5 ans en détention. Aujourd'hui, elle vit aux États-Unis. Quand je pense à mes enfants, je pleure évidemment. Mais je pleure aussi quand je pense à mon peuple. La politique chinoise de restriction des naissances est en train de tuer mon peuple. Les Ouïghours n'ont aucune possibilité de développement économique. Sous le gouvernement de la Chine, nous sommes non seulement restés analphabètes, mais nous n'avons pas de travail non plus. Pékin a confisqué tous nos biens pour les donner aux colons chinois. Je veux obtenir la liberté pour mon peuple. C'est ma priorité absolue. Ça passe avant tout le reste. Je veux que les Ouïghours puissent décider eux-mêmes de leur destin. La politique chinoise au Turkestan oriental, que les Chinois appellent Xinjiang, étouffe le peuple ouïghour. Si la Chine nous avait vraiment donné l'autonomie comme elle l'avait promis, nous pourrions parler notre langue au lieu du chinois. Nous pourrions pratiquer nos coutumes et notre religion, et nous pourrions développer notre éducation et notre économie. Il y a 9,3 millions de Ouïghours selon les statistiques chinoises, mais 1,3 milliard de Chinois. Nous luttons contre la plus grande dictature du monde, qui est extrêmement puissante et à certains égards très malfaisante. Ce régime est prêt à anéantir tous ses opposants internes, comme dans le cas des Ouïghours ou des Tibétains et tous ceux qui lui résistent. Le gouvernement chinois a condamné mes enfants à de lourdes peines de prison, uniquement parce que ce sont mes enfants, les enfants de Rebia Kader. Les Ouïghours sont toujours coupables, uniquement parce qu'ils sont Ouïghours. Mon pays est le Turkestan oriental, en Asie centrale. Les Ouïghours ont leur propre culture, leur propre langue et leur propre histoire. Nous formons une nation distincte. Nous sommes très différents des Chinois. Le Turkestan oriental est limitrophe du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan et du Kirghizstan. Nous sommes turcophones. La Chine a occupé mon pays et à ce jour, nous n'y sommes pas libres.
Les Ouïghours aiment l'art et la culture et ils aiment la paix. C'est aussi un peuple très hospitalier. Le Turkestan oriental a été indépendant de 1944 à 1949. Puis la Chine nous a envahis avec l'aide des Russes. Les Chinois nous ont donné le nom de région autonome ouïghour du Xinjiang et nous ont donc reconnus. Mais dès que nous avons fait partie de la Chine, nos familles et notre peuple ont été détruits. Nous avons été chassés de notre pays et déplacés de force. C'est là que tous nos malheurs ont commencé. Ils ont pris notre bétail alors que nous sommes un peuple de nomades. Les Ouïghours étaient encore un peuple autonome quand j'étais enfant. J'ai eu une enfance paisible auprès de mes parents. C'était une époque vraiment très heureuse, qui me donne encore de l'énergie aujourd'hui. Mon père m'a toujours dit, « Tu es né pour ton peuple ». Quand j'ai épousé mon premier mari, ma famille venait d'être déportée. Nous n'avions pas d'argent. Nous ne possédions presque rien. J'ai eu 6 enfants de mon premier mari. Mais notre vie était difficile. Nous n'avions pas d'argent pour envoyer nos enfants à l'école. Je me suis mise à coudre des vêtements d'enfants et à fabriquer des chaussures pour les vendre. Mais les Chinois m'ont arrêté. J'ai été accusée de faire du marché noir, d'être une capitaliste. Ils ont fait pression sur mon mari. Ils ont menacé de lui retirer son emploi s'il ne me quittait pas. Alors j'ai quitté ma famille. J'adorais mes enfants. Je n'avais pas le choix. Soit c'était mon mari qui partait, soit c'était moi. Il valait mieux qu'il garde son travail, donc c'est moi qui suis partie. J'aurais voulu emmener les enfants, mais je n'avais ni travail ni argent. Je suis parti avec un poids sur le cœur. J'ai commencé par laver du linge. Puis j'ai ouvert une blanchisserie. Les Chinois venaient d'adopter une loi autorisant certains Ouïghours à faire du commerce. Alors je me suis mise à mon compte pour gagner ma vie. Je me suis rapidement développée jusqu'à posséder un centre commercial et un restaurant. Quand j'ai gagné suffisamment d'argent pour revenir vers mes enfants, c'était trop tard. Leur père s'était remarié. Je ne pouvais plus revenir auprès d'eux. J'étais une femme d'affaires. Mais dans notre société musulmane, une femme d'affaires ne peut pas rester célibataire. C'est alors que j'ai entendu parler du poète Siddiq, un homme qui se battait pour la libération de notre pays. Il avait fait 9 ans de prison et je suis allé lui rendre visite quand il faisait des travaux forcés. En mai 1968, j'ai conduit une manifestation pour les droits de l'homme
et contre l'installation massive de colons chinois. La manifestation a rassemblé 1700 étudiants de l'université du Xinjiang. C'était l'époque de la révolution culturelle. Mais les Ouïghours n'avaient pas le droit de manifester, contrairement aux Chinois. J'ai été traité comme un criminel et j'ai fait 9 ans de prison. Ça a été le coup de foudre. Il m'a écrit un poème juste après notre rencontre. Où est mon soleil? Où sont ses lèvres couleur pourpre? Où est le soleil qui brille pour mon bonheur? Il me manque. J'ai écrit beaucoup de poèmes. Naturellement, dans certains, on peut trouver des vers comme « Tu es le soleil de mon bonheur ». Ce sont des poèmes de jeunesse. Pour les Chinois, ma mère est une inconnue sortie de nulle part, qui a fait fortune. On vivait bien, mais ça ne suffisait pas à ma mère. Elle avait autre chose en tête. Aujourd'hui, je sais qu'elle voulait œuvrer pour son peuple, qu'elle voulait le mener hors de Chine. Elle voulait que le Turkestan oriental retrouve sa liberté. Ça a toujours été son but. Mais à l'époque, je ne savais pas. Elle en parlait un peu à la maison, mais pas de manière ouverte, pas devant moi. Elle a pris la parole lors d'une assemblée à Pékin. Elle a dénoncé la situation des Ouïghours, les persécutions dont notre peuple est l'objet. Or, personne ne parle comme ça en Chine. Ce n'est pas politiquement correct. Ces déclarations devant Jiang Zemin, le président de la République, ont fait scandale. À l'époque, je pensais que tous les Ouïghours parlaient comme ça en privé. Mais pas du tout. Ma mère n'a jamais mâché ses mots. Très tôt, le gouvernement chinois a décrété que les Ouïghours qui gagnaient beaucoup d'argent étaient des criminels, qu'ils volaient le peuple chinois et qu'il fallait les exterminer. Le gouvernement chinois est extrêmement brutal avec la population ouïghour de la région du Xinjiang. Une telle violence est sans précédent. Je dirais même qu'aucune autre minorité ethnique n'est réprimée aussi durement par le gouvernement chinois que les Ouïghours. Les jeunes qui ont manifesté à Goulja réclamaient les droits de l'homme, tout simplement. Ils dénonçaient les injustices. Pourquoi la police nous arrête-t-elle sans raison? Pourquoi sommes-nous traités de manière aussi brutale? Pourquoi devons-nous vivre dans des conditions si dures? Au moment même où ils protestaient contre les persécutions, l'armée les a attaqués. Ce n'est pas la police qui est intervenue, mais des troupes de combat. Les manifestants étaient rassemblés sur une place. Les militaires l'ont transformé en champ de bataille. Ça a été un massacre. Ils ont tiré sur les manifestants. Ils ont battu des gens à mort. Ils les ont assassinés.
Ils ont lâché des chiens sur les manifestants et ils ont utilisé des canons à eau. Les soldats ont tiré sur tous les Ouïghours qui se trouvaient dans la rue. Et en plein hiver, il fait très froid ici. Ils les ont aspergés avec de l'eau glaciale. Les manifestants, hommes et femmes, ont essayé de se réchauffer, mais certains sont morts. J'ai rassemblé toutes les preuves et je suis parti pour l'aéroport. Mais au moment d'embarquer, j'ai été arrêté par les militaires. Officiellement, ils n'avaient pas le droit de me fouiller. Je bénéficiais de l'immunité en tant que député du Parlement chinois. Mais ils l'ont quand même fait et ils ont tout trouvé. Ils ont confisqué toutes les pièces. J'ai vécu au Turkestan oriental de 1994 à 1997. Je suis parti juste après le massacre de février 1997 à Guljar. À l'époque, la situation me paraissait déjà grave. Mais depuis, elle n'a fait qu'empirer. Après la révolte de Guljar en 1997, les Chinois ont accusé les Ouïghours de terrorisme. Ça a été sans doute le moment où le gouvernement chinois a décidé d'intervenir durement. Il y avait déjà eu quelques incidents avant, mais que je ne qualifierais pas de terroristes, mais plutôt de l'expression d'une frustration de la part des Ouïghours. Ils m'ont transféré à Urumqi en avion et de là, ils m'ont ramené dans ma région. J'étais escorté par la police politique chinoise. J'ai été destitué de toutes mes fonctions officielles. J'étais membre du Parlement, vice-présidente de la Chambre de commerce, présidente de l'Association régionale des femmes d'affaires et membre du Conseil national des femmes d'affaires. En l'espace de 5 minutes, j'ai perdu tous ces titres avec les droits qui y étaient attachés. On m'a privé de tous mes droits. Ils m'ont placé sous surveillance et ils m'ont retiré mon passeport. Ils ont essayé de trouver des charges contre moi, mais sans succès. Alors ils m'ont empêché de travailler, de gagner ma vie en tant que femme d'affaires. Ils voulaient m'arrêter et me mettre en prison, mais ils n'ont trouvé aucune charge contre moi. Tout ça, c'était entre 1997 et 1999. Mon mari et certains de mes enfants étaient déjà aux États-Unis. Je n'arrêtais pas de rassembler des preuves. Ça a été une période terrible au Turkestan oriental. Ils arrêtaient les Ouïghours de manière arbitraire. Ils les battaient et ils les torturaient pour leur arracher de faux aveux. J'ai vu tout cela de mes propres yeux. Je savais que le gouvernement chinois mentait. Pour dénoncer le massacre de Guljar, je n'ai pas envoyé mes propres preuves, juste des coupures de la presse chinoise. Ça disait « Aujourd'hui, tant de personnes ont été arrêtées ou tant de personnes ont été condamnées à mort ». J'ai envoyé tout ça à mon mari aux États-Unis. Puis quelqu'un du Congrès américain est venu. Je voulais lui donner des preuves que j'avais rassemblées. C'est là que j'ai été de nouveau arrêté. J'ai été accusé de haute trahison. On me reprochait d'avoir volé des secrets d'État et de les avoir vendus à l'étranger. J'ai été condamné à 8 ans de prison.
Je suis restée à l'isolement pendant 2 ans, puis on m'a transférée ailleurs. Personnellement, je n'ai pas subi de torture physique, mais ils m'ont torturé mentalement. Dans la pièce dans laquelle ils m'interrogeaient, ils ont torturé un jeune homme sous mes yeux. Dans ma cellule, ils ont torturé d'autres jeunes. Le sol vibrait sous leurs cris. Ils m'ont dit, « Tu veux libérer les Ouïghours? Alors regarde ce qu'on leur fait. » Ils ont obligé des hommes et des femmes à parader nus. Ils les ont battus. Ils les ont torturés. Devant moi, ils ont enfoncé un jeu de 32 cartes déchirées en petits bouts dans la bouche d'une femme. Et ils l'ont obligée à avaler jusqu'à ce qu'elle crie. Ensuite, ils l'ont obligée à faire des allers-retours dans le couloir, toute nue. Les surveillants battaient souvent les femmes. Moi, ils m'ont obligée à regarder tout ça. Ils se moquaient de moi. Ils disaient, « Regarde ces Ouïghours, ceux-là, tu ne pourras pas les libérer. » C'était de la torture mentale. Quand j'ai appris que ma femme venait d'être arrêtée, je me suis assis et je n'ai plus bougé pendant 2 heures. Puis je suis revenu à moi lentement et j'ai regardé la télé, un film quelconque qui passait. Pendant ces années de prison, il m'est arrivé de lui faire des reproches en pensée. Mais pourquoi tu as essayé de faire sortir du pays cette lettre, cet appel au peuple américain? Tu devais rencontrer ces membres du Congrès américain, c'était déjà bien suffisant. Mais après, je lui disais, non, c'est bien ce que tu as fait. Je savais qu'elle avait eu raison d'agir comme elle l'avait fait. J'avais confiance dans mes soutiens occidentaux. Tous les matins, en me réveillant, je pensais à ma mère. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'elle a bien dormi? Je prenais mon petit déjeuner. Qu'est-ce qu'elle mange? Si j'avais froid, mon Dieu, c'est l'hiver. Tous les matins, en me réveillant, je pleurais. Quelque part, si elle avait été morte, ça aurait été plus facile à gérer. On n'aurait pas eu le choix. Mais là, en prison, on ne savait pas comment elle allait. Est-ce qu'elle a faim? Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle est bien traitée ou est-ce qu'ils la maltraitent? Ils lui font peut-être des électrochocs, ils vont peut-être empoisonner sa nourriture. Je n'avais pas beaucoup d'espoir qu'elle en ressorte vivante. Progressivement, j'ai abandonné l'espoir de la voir sortir rapidement. Mes sentiments changeaient sans cesse. Certains jours, j'étais pleine d'espoir. Chaque fois qu'on avait des nouvelles d'une organisation de défense des droits de l'homme, du Congrès ou du gouvernement américain, on se disait qu'ils travaillaient sur le dossier et qu'ils arriveraient peut-être à la faire libérer. Et puis, il y avait les périodes où rien ne bougeait. On nous disait que les négociations se poursuivaient, mais en l'absence de nouvelles concrètes, je perdais espoir. Je me disais qu'on nous avait abandonnés. Mon humeur était vraiment en dents de scie. Il y avait les bons jours et les mauvais. Les Chinois m'ont proposé un marché. Ils acceptaient de me libérer si je jurais solennellement que j'avais changé et que j'aimais le Parti communiste. Je devais aussi les aider à arrêter les dissidents qui voulaient détruire l'unité du peuple et témoigner contre eux. 3 mois plus tard, quelqu'un est venu me voir en prison et m'a dit « Ne sois pas bête. Saisis cette chance. » C'est ce que je me disais moi-même. Alors j'ai dit aux Chinois, je vous promets tout ce que vous voulez. Après je serai libre. Ils m'ont dit que oui.
J'ai prêté serment une première fois, mais ça ne leur a pas plu. Ce n'est qu'à la troisième prise qu'ils ont été satisfaits. J'ai eu le droit de rencontrer 2 de mes enfants. Quand ils m'ont demandé si j'avais d'autres souhaits, j'ai dit « Je veux rester chez moi, au Turkestan oriental. Je veux voir tous mes enfants et je veux récupérer mes biens et mes sociétés. » Mais je n'ai pu voir que 2 de mes 5 enfants encore en Chine. Ils ont voulu me garder encore un moment. Je ne savais toujours pas si j'allais être libéré. J'ai juré de ne plus faire de politique. Ils ont menacé de diffuser la vidéo de mon serment d'allégeance si je ne respectais pas mes promesses. Tes 5 enfants et tous tes biens sont en notre possession. Si on diffuse la vidéo, tu seras couverte de honte devant tous les Ouïghours du monde entier. Et ta famille souffrira. C'est seulement à ce moment-là qu'ils m'ont libéré. Tous les détenus des prisons chinoises doivent prêter serment, tous. C'est le règlement et il est appliqué à la lettre. Dans le cas de ma femme, ils ont fait un enregistrement vidéo. Ils savaient très bien qu'elle allait poursuivre ses activités politiques. Quand elle est sortie de prison et qu'elle a repris son combat, le gouvernement chinois a publié cette vidéo sur Internet pour la décrédibiliser aux yeux de notre peuple. Nous estimons que le gouvernement américain a une responsabilité dans l'arrestation de Rebia Kader, parce qu'elle s'apprêtait à rencontrer un membre du Congrès américain. Néanmoins, son incarcération a permis de faire connaître les Ouïghours. Jusque-là, quasiment personne n'en avait entendu parler à Washington. Rebia Kader a été libérée parce qu'à l'ONU, les États-Unis étaient sur le point de proposer une résolution condamnant la Chine sur la question des droits de l'homme. Il y a eu négociation. Les Chinois ont libéré Rebia Kader en échange du retrait de cette résolution. Condoleezza Rice n'y est pour rien. J'avais l'impression de vivre un miracle. J'étais sur un petit nuage. Sur les photos et les vidéos, je souris, je parle à tout le monde. J'avais un poids sur le cœur, mais ce jour-là, il s'est envolé. C'était fantastique. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Personne ne devrait connaître ça. Personne ne devrait perdre sa mère pendant 8 ans. Mais quand elle est sortie de prison, je ne l'ai pas reconnue. Je ne l'avais pas vue depuis 9 ans. Ça a été très dur. Le jour de son arrivée, elle n'a pas dit un mot. J'avais l'impression qu'elle était encore en prison, je ne la reconnaissais pas. Elle était là physiquement, mais pas émotionnellement. Je la cherchais sans la trouver. Je suis allée m'enfermer dans ma chambre pour pleurer. Mon père est venu me voir. Je lui ai dit que je n'arrivais pas à la reconnaître, que ce n'était pas ma mère. Lui-même avait passé 9 ans en prison. Il parlait donc d'expérience. Il m'a expliqué que la prison était un endroit très dur, surtout en Chine.
que quand on y restait longtemps, on finissait par perdre une partie de soi-même, mais qu'une fois libéré, on retrouvait cette partie de soi. Il m'a aussi dit que ma mère était une femme très forte, qu'il fallait juste que je lui laisse quelques jours pour qu'elle redevienne elle-même. Et effectivement, quelques jours plus tard, elle était de nouveau elle-même, bruyante, énergique, charismatique, toujours au centre de l'attention, toujours à nous dire comment agir. Progressivement, j'ai retrouvé ma mère. Je ne pouvais pas supprimer 9 ans de prison d'un coup de baguette magique. Quand Rebia était assise à côté de moi, tantôt elle était présente, tantôt non. Je m'occupais d'elle. Je lui faisais du thé, je lui faisais à manger, je repassais ses vêtements. J'ai fait tout ce que je n'avais pas pu faire depuis 9 ans. So once again, she wants to say thank you for rescuing me from those accusations of this criminal. She can scream now. She can speak now. She can eat the good food that she likes. She can get her children in her arms. She can kiss me. She can laugh. She can move around freely. Freedom. Say thank you so much. So that you can take some tastes of freedom. Je me disais que tout allait redevenir normal, qu'une nouvelle page s'ouvrait pour nous. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose allait arriver. Du jour où elle est sortie de prison, je savais qu'il arriverait forcément quelque chose à notre famille. Ils allaient arrêter un de mes frères ou quelqu'un d'autre. Le gouvernement chinois allait se débrouiller pour mettre quelqu'un d'autre de la famille en prison. Surtout après le 11 septembre 2001, la situation de la minorité ouïghour s'est beaucoup dégradée. Le gouvernement chinois s'est servi de la guerre contre le terrorisme comme prétexte pour persécuter les Ouïghours. Après le 11 septembre, la Chine a changé de discours sur le nationalisme ouïghour. Si jusque-là elle minimisait le mécontentement de la minorité ouïghour, à partir du 11 septembre, elle s'est mise à présenter le mouvement ouïghour comme une partie du problème du terrorisme international. Le Xinjiang est une porte sur l'Occident et les marchés de l'ex-URSS. Pour beaucoup d'entrepreneurs chinois, des Han, c'est une région très attrayante. Il y a davantage d'espace, des opportunités commerciales, des facilités pour créer des petites entreprises et exporter dans l'ex-Union soviétique. Le Xinjiang est aussi riche en ressources naturelles. À l'heure où le pétrole compte de plus en plus pour la Chine, le Xinjiang devient un élément essentiel de la stratégie énergétique chinoise. Non seulement parce que son sol est riche en pétrole, mais aussi parce que les oléoducs reliant la Chine à l'Asie centrale passent sur son territoire. La situation actuelle pourrait cependant devenir très conflictuelle.
On pousse la population locale à apprendre le mandarin et à s'assimiler à la culture chinoise Han. Parallèlement, on la décourage de pratiquer la culture et les traditions ouïghours, et en particulier la religion musulmane. Rebia Kader est la chef du peuple ouïghour. Elle se bat pour la démocratie et les droits de son peuple. C'est peut-être un petit bout de femme, mais elle fait très peur au gouvernement chinois. Pékin la considère comme une ennemie. Les Chinois sont même allés jusqu'à l'accuser de terrorisme. Pourtant, c'est juste une mère qui aime ses enfants et son peuple. Le cauchemar ne pouvait pas être fini. Car à moins d'un miracle, Pékin n'allait pas lâcher le Turkestan oriental comme ça. Surya conduisait ma mère. Le feu est passé au rouge, elle s'est arrêtée. Une voiture a déboulé de la gauche. Le conducteur les a heurtés une première fois. D'après Surya, il a regardé ma mère avec l'air de dire « Toi, je vais t'avoir ». C'était très étrange. Il a fait marche arrière et m'a heurté une deuxième fois. Ma mère a été projetée d'avant en arrière. Quand je suis arrivée à l'hôpital, il y avait 10 ou 15 personnes qui attendaient devant. Elle s'est fracturée une petite vertèbre. D'après le médecin, elle aurait pu rester paralysée. Nous n'en avons pas parlé, mais pour nous, c'était probablement une tentative d'assassinat. Six mois après mon accident aux États-Unis, les Chinois ont arrêté mes enfants. C'était la journée internationale des enfants. Ils ont frappé mon fils jusqu'à ce qu'il saigne du nez et de la bouche et qu'il perde connaissance. J'ai entendu ces cris au téléphone. Ils ont obligé ma fille Rushan à tenir le combiné. Elle m'a crié « Ils sont 20 ou 30 à lui taper dessus. Ils vont le tuer. Je crois qu'il est déjà mort. » Puis ils lui ont arraché le téléphone des mains. Les Chinois voulaient que j'entende ça en direct. Les Chinois ont mis mes fils en prison. Abli Kim a été condamné à 9 ans pour complot et Alim à 7 pour fraude fiscale. Mais ce sont des condamnations sans fondement qui visent uniquement à m'atteindre. Alim a étudié la médecine jusqu'à mon arrestation en 1999. Au moment de mon arrestation, tous mes enfants ont été placés en résidence surveillée. Et ça a continué même après mon départ pour les États-Unis. Mes enfants ne peuvent rien faire sans que les Chinois le sachent. Amnesty International est très inquiète de voir que Pékin utilise les enfants de Rebia Kader pour la faire renoncer à ses activités politiques. À sa sortie de prison, on lui a dit
Si tu fais de la politique, ta famille aura des ennuis et tu ne pourras plus faire d'affaires. Les Chinois ont mis leurs menaces à exécution. Ils ont ruiné ses commerces et mis 2 de ses fils derrière les barreaux. Je suis très fière d'elle. C'est la meilleure mère dont je puisse rêver. Elle se bat pour une cause juste. J'ai pu lui faire des reproches à certains moments, mais j'étais jeune et naïve. Quand mes frères ont été arrêtés, je lui en ai voulu. Je me disais, pourquoi est-ce qu'elle continue la politique au lieu de s'occuper de sa famille ? On pourrait avoir une vie plus facile, être tous réunis et ne plus être persécutés par la Chine. J'ai perdu courage un moment. Puis je me suis dit, si elle arrête, que vont devenir les milliers d'autres jeunes qui sont en prison, et leurs parents, leurs frères et sœurs? J'ai compris qu'il y avait un choix à faire entre ma famille et son combat pour la libération de milliers d'autres jeunes. Je n'avais pas le droit d'être égoïste. Il fallait que je la soutienne dans son combat. Le Parti communiste chinois a élevé la notion de Chine une et indivisible au rang de dogme. C'est très problématique pour les minorités qui vivent aux frontières, comme les Tibétains, les Ouïghours ou les Mongols dans une moindre mesure. Pour Pékin, les régions frontalières font partie intégrante de la Chine. Si les peuples de ces régions n'acceptent pas la souveraineté chinoise, ils représentent une menace pour son intégrité territoriale. Pékin revendique même un territoire situé en Inde, dans l'état d'Arunachal Pradesh. Pourquoi? Parce que les ancêtres du Dalai Lama viennent de cette région. Le 6e Dalai Lama est né dans la petite vallée de Tawang. Mais aucun Chinois n'y vit. We are particularly honored by the presence of the mother of the Uyghur people, Rabia Qadir. The Uyghur people share a special connection with the Tibetan people. Il y a une différence majeure entre les Ouïghours et les Tibétains. Les Tibétains sont des bouddhistes pacifiques menés par un prix Nobel de la paix, le Dalai Lama. Les Ouïghours sont des musulmans qu'on a pourchassés au Pakistan et en Afghanistan après l'attaque des islamistes sur le World Trade Center. Pendant les Jeux Olympiques de Pékin, beaucoup de Ouïghours ont été accusés de terrorisme. Les Chinois avaient peur qu'ils manifestent devant les visiteurs étrangers ou qu'ils parlent à des journalistes. Ils voulaient éviter à tout prix que la communauté internationale soit informée de l'horrible joug qui pèse sur eux. Pour cela, Pékin n'a pas hésité à accuser de nombreux Ouïghours de terrorisme. Évidemment, les étrangers ont pris peur puisqu'ils n'avaient aucun moyen de s'informer de la situation réelle. Les Chinois ont arrêté tous les Ouïghours qui mettaient un pied dans la rue.
Des dizaines de milliers de personnes ont été incarcérées. Unidentified assailants have killed 16 policemen in an attack on a border post in China's restive Muslim region of Xinjiang. US explosions have Kunming killed at least 2 people and wounded 14 others on July 20. À l'approche des Jeux Olympiques, le mécontentement de la population ouïghour n'a fait que grandir. Les Jeux ont rendu les Chinois complètement paranoïaques. Ils étaient convaincus qu'il y aurait des incidents au Xinjiang et ils ont renforcé les mesures de sécurité. Ils ont aussi procédé à des arrestations arbitraires. Ça a provoqué un grand ressentiment dans la population. Beaucoup de Ouïghours se sont alors dit qu'il fallait profiter de la fièvre des Jeux Olympiques pour attirer l'attention de Pékin et du reste du monde sur leur situation. Les armes que les prétendus terroristes ouïghours auraient utilisées étaient vraiment très artisanales, très rudimentaires. Difficile de relier ça à Al-Qaïda, bien que certains experts aient tenté de le faire. Les Ouïghours détenus à Guantanamo ne sont pas des ennemis combattants, comme l'affirment les Américains. On le sait depuis longtemps. Certains Ouïghours ont été arrêtés au Pakistan et vendus à la Chine comme terroristes pour $5 000 par tête. Ils étaient en fuite. D'autres ont été vendus aux Américains pour le même prix et ont atterri à Guantanamo. Les Ouïghours paient la guerre contre le terrorisme international uniquement parce qu'ils sont Ouïghours. Pour l'administration Obama, admettre les 17 Ouïghours de Guantanamo sur le territoire américain est une excellente occasion de remplir ses obligations juridiques et surtout morales, et de tenir ses promesses électorales. D'ailleurs, les Ouïghours n'ont atterri à Guantanamo que parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Les États-Unis ont une obligation morale envers eux, parce qu'ils ont eu à pâtir de la politique étrangère américaine. C'est une occasion de revenir sur la politique de la précédente administration, mais aussi d'aborder la question des droits de l'homme en Chine d'une manière totalement différente. Si Barack Obama et Hillary Clinton ratent cette occasion, ils se tirent eux-mêmes dans les pattes. La communauté internationale doit préparer le terrain pour notre autodétermination. Nous voulons parler notre propre langue. Nous voulons la fin de l'oppression. Nous voulons des élections libres. Nous lançons un appel aux Nations Unies. La voie que nous prendrons dépendra de la réaction de la Chine à nos revendications. Nous avons l'autonomie, mais elle ne vaut rien. Donnez-nous le droit à l'autodétermination que la Chine nous refuse. Le gouvernement central de la Chine est convaincu que s'il donnait une véritable autonomie aux Ouïghours, ils opteraient pour l'indépendance, pour un État séparé. Mais je ne suis pas sûre que Pékin ait étudié cette hypothèse comme elle le mérite. Les chefs de la communauté ouïghour en exil, comme ceux de la communauté tibétaine, disent que le but de l'autonomie n'est pas l'indépendance. Pour eux, c'est surtout un moyen de coexister de manière paisible au sein d'une même nation.
Ils réclament le droit de vivre comme ils le souhaitent, de pratiquer la religion de leur choix et d'éduquer leurs enfants comme ils l'entendent. Sous l'angle des droits de l'homme, leur accorder l'autonomie est la meilleure chose à faire. Mais du point de vue politique aussi. Parce qu'en leur accordant de vrais droits, le désir de ces peuples de sortir de la Chine est moindre que s'ils les répriment. La Chine a plus besoin des marchés européens et américains que nous n'avons besoin d'elle. Nous ne devrions pas céder à la panique et refuser de la critiquer au prétexte qu'elle va nous fermer son marché. De toute façon, les seuls produits qu'elle nous achète sont des produits qu'elle ne fabrique pas elle-même. Donc, quoi qu'on fasse, elle continuera de les acheter, jusqu'à ce qu'elle acquiert le savoir-faire nécessaire pour les fabriquer elle-même. Alors là, oui, elle arrêtera de nous les acheter et on aura un gros problème. Mais d'ici là, les Européens, les Américains et les Japonais devraient comprendre que leur puissance économique leur donne un pouvoir sur la Chine. Ils doivent oser l'utiliser au lieu d'en avoir peur. Ceux qui luttent pour la liberté et la démocratie ne sont jamais vaincus. J'en suis sûr. Même après ma mort, mon âme poursuivra mon combat.